Entre-temps, certains de ses protégés ont intégré l'équipe nationale sud-coréenne. Et qui sait, le successeur de Cha se trouve peut-être parmi ses poussins. Actuellement, toute la ville est sous l'emprise de la fièvre du foot. Enfin, à quelques exceptions près, car les vieux messieurs qui se retrouvent l'après-midi sur la place Chongmyo jouent comme toujours au padouk. Ce jeu traditionnel très compliqué est une variante coréenne de l'awale et il requiert avant tout beaucoup de patience. Par les temps qui courent, les joueurs de padouk sont donc fatalement une espèce en voie de disparition. Car à Séoul, comme ailleurs, les enfants n'ont plus guère le temps de s'adonner aux loisirs. Leurs deux parents travaillent d'arrache-pied 6 jours sur 7 et ne commencent à profiter de l'existence qu'une fois à la retraite. Le calligraphe chinois a pleinement conscience de cette évolution. Quand il apprend que nous venons d'Europe, il tient à nous offrir l'une de ses œuvres. Le passé nous enseigne l'avenir. Espérons que la légendaire sagesse asiatique s'applique aussi au foot cette année. Le dimanche matin, le centre de Séoul offre un spectacle pour le moins étonnant. Des centaines d'alpinistes envahissent le métro. Au bout d'une bonne heure de trajet, nous arrivons à la station Dobongsan. Dans toute la Corée, la randonnée est le passe-temps favori du week-end. Et Séoul est l'une des rares métropoles du monde à disposer de sites d'escalade accessibles en métro. Dans les petites stations qui jalonnent la vallée du Dobongsan, les grimpeurs trouvent tout l'équipement nécessaire à la pratique de l'alpinisme, y compris bien sûr de quoi se restaurer. Ces kimbap tout frais sont des rouleaux de légumes agrémentés au choix de saucisses ou de fromage. Cette forme coréenne du sushi est l'encas préféré des habitants de Séoul. Bien sûr, les amateurs de viande ne sont pas en reste. Après avoir repris des forces, nous attaquons l'ascension du sommet. On nous dit qu'il faut compter 1h30 pour l'atteindre. Rassurés, nous nous mettons en route. Au passage, l'équipement ultra professionnel des randonneurs coréens ne manque pas de nous faire sourire, pour l'instant du moins. « 70% de la superficie du pays sont formés de montagnes et le Dobongsan nous paraît un simple site touristique parfaitement aménagé. La première heure de marche est une vraie partie de plaisir. Tentés de respecter la coutume, nous songeons même à emporter une brique jusqu'au monastère situé en contrebas du sommet. Finalement, nous préférons confier cette tâche aux grimpeurs professionnels. Cette décision s'avère rapidement des plus sages, car aucun monastère ne se présente sur notre route dans les 5 heures suivantes. Rigueur et patience sont nos seules sécurités, dit un vieil adage coréen. Et les apprentis grimpeurs se lancent à l'assaut de la montagne en l'entonnant comme un cri de guerre. Nous marchons depuis 3 heures et venons tout juste d'attaquer le versant le plus raide de la montagne.
이거 위에 고정 안 됐습니다. 이거. 안 됐어? 네. Nous atteignons le sommet avec 4h30 de retard. L'équipement des autres randonneurs ne nous fait plus sourire depuis longtemps, mais nous sommes heureux d'être enfin arrivés en haut. Les Coréens sont très attachés à leur pays. Ils l'aiment pour ses dizaines de milliers d'îles et de cascades, mais surtout pour ses 10 000 sommets. Épuisés mais heureux d'avoir accompli cet exploit, nous rejoignons la foule qui se presse sur le Dobongsan en plein cœur de la capitale. La Corée du Sud est un pays surprenant et on aurait tort de croire que ses habitants passent leur temps à travailler comme des fourmis. Nous avons rendez-vous avec le comédien Sung-ho et 2 de ses amis. Ils veulent nous faire découvrir Séoul by Night. Le tour de ville commence de la manière la plus traditionnelle. Un maître d'hôtel en tenue de policier datant de l'époque Chosun nous souhaite la bienvenue. Un dîner au restaurant Nolbujip est aussi un événement pour nos compagnons coréens. Les 3 amis qui passent leur journée en banlieue apprécient particulièrement le décor rustique de ces vieilles auberges situées en plein centre-ville. Pour nous, c'est une expérience inédite car la gastronomie coréenne n'a rien de commun avec la cuisine japonaise ou chinoise. À commencer par la succession des plats. La soupe et les plats principaux sont en effet toujours servis en même temps. La cuisine coréenne est dominée par 3 épices, le gingembre, l'ail et le piment. En général, ces mets relevés sont accompagnés d'un verre de vin de riz et bien sûr de kimchi, des légumes marinés pendant des mois dans de la sauce de soja. Une saveur surprenante de prime abord. En Corée, on peut manger autant qu'on veut, mais si vous êtes invité chez des amis, ne finissez jamais le plat, car s'il ne reste rien, votre hôte risque de perdre l'équilibre, le kibun, et il se reprochera de ne pas en avoir préparé assez. Le soir, un ensemble de musique folklorique fait revivre l'ancienne Corée. À midi, en revanche, l'ambiance du restaurant est complètement différente, nous dit-on, car les clients préfèrent alors la musique occidentale. Aux yeux de Sung-ho et de ses amis, Séoul est une ville de contraste, et c'est justement pour ça qu'ils la trouvent passionnante. La nuit, Séoul n'a rien à envier aux métropoles occidentales. La ville foisonne de clubs, de discothèques et de cybercafés, mais ce soir, nos 3 amis préfèrent nous emmener dans des endroits plus authentiques. Des lieux qu'on aurait du mal à trouver en Europe et qui, chacun à sa façon, sont typiquement coréens. Je me plais en Corée. Et Séoul est tout simplement une ville fantastique. Les gens sont très chaleureux et très spontanés. Je me sens plus enraciné ici qu'en Allemagne. En plus, je peux y réaliser mon rêve en devenant comédien. Pour moi, c'est un peu comme une patrie retrouvée. J'aime la Corée, tout simplement.
C'était en effet un vrai coup de foudre. Sung-ho est né et a grandi à Francfort. Il s'est toujours senti à l'aise en Allemagne, mais en arrivant à Séoul à l'âge de 19 ans, alors qu'il parlait à peine le coréen, il a immédiatement éprouvé le sentiment d'être chez lui. Peu avant minuit, nous entrons dans un club de karaoké. 야, 이거 너무 가까이 나오는 거 아니야? 이런 거 한번 찍히고 싶었어. 얼굴만 나오는 거 아닌가, 이거. À l'époque où Sung-ho animait des karaokés à Francfort, personne ne prenait le micro avant d'avoir un petit coup dans l'aile. De ce côté-là, les Coréens sont moins inhibés, mais il faut dire qu'ils font ça entre amis dans des salles bien isolées. Presque tous les grands hôtels disposent d'une salle de karaoké et nous n'avons pas voulu rater ça. Le fait de ne pas déchiffrer la langue hangul ne pose d'ailleurs aucun problème car des centaines de chansons sont en anglais. À la fin de la prestation, l'ordinateur donne une note. 81 sur 100, un bon score. Mais pour nos jeunes comédiens, cela ne suffit apparemment pas pour prétendre à une carrière de pop star. Vers 2h du matin, Sung-ho et ses amis terminent la soirée autour d'une bouteille de soyu. Les effets de ce vin doux à base de riz ne sont pas à prendre à la légère, surtout lorsqu'on respecte la coutume selon laquelle un Coréen n'a pas le droit de refuser un verre entre amis. Nous sommes les Italiens de l'Asie du Sud-Est, nous explique Yong-shu, l'ami de Sung-ho. Il exagère peut-être un peu, mais allez voir faire la fête, il est vrai que le cliché du Coréen discipliné qui ne prend jamais le temps de vivre en prend un coup. Il y a plus de 1000 ans, les rois de la dynastie Shilla ont investi des sommes colossales dans la construction d'un immense temple bouddhiste voué à la protection et à la prospérité du premier royaume unifié. Dans la plupart des rizières de Gyeongsangbuk-do, on travaille à la main depuis toujours. La paysanne a une longue journée de travail devant elle, car la fête du Chosuk, qui coïncide avec l'équinoxe d'automne, a lieu demain. Ce jour-là, tous les Coréens tiennent en effet à manger un bol de riz de la nouvelle récolte. Gyeongsangbuk-do et l'ancienne ville princière de Gyeongju sont le creuset de la tradition coréenne. Le Nouvel An et le Chuseok sont les principales fêtes coréennes. Pour le professeur de musique Hae-suk et son élève Kim Yong, c'est l'occasion de sortir les tuniques traditionnelles de leur armoire. Ces ensembles se composent d'une courte veste et d'un pantalon large, couvert jusqu'aux pieds d'une longue jupe. Hae-suk porte le costume de la courtisane, tandis que Kim Yong se contente de l'habit traditionnel des gens simples, taillé dans une toile de coton marron. Du temps de ses études, Kim Yong se passionnait pour l'ancienne culture coréenne. À l'époque, elle habitait un immeuble de Pohang, une ville industrielle située non loin d'ici. Au bout de 10 ans de pratique, elle a fini par savoir jouer du daegum, une flûte traversière en bambou taillée à la main. Hae-suk, son professeur, a toujours vécu à Gyeongju. Elle a grandi avec la musique traditionnelle coréenne. La musique coréenne exalte l'âme et le cœur. Elle est toujours douce et spirituelle. Je me suis destinée à la musique le jour où mon maître actuel a remporté le concours national de musique traditionnelle. J'étais très impressionnée et je me suis jurée de savoir jouer du daegum un jour. L'après-midi, Hae-suk rentre chez elle à Gyeongju.
Au 8e siècle, Guyanzhou était l'une des agglomérations les plus importantes d'Asie. Aujourd'hui, elle ressemble de prime abord à une ville de province comme beaucoup d'autres. Mais les collines verdoyantes, en plein cœur de la ville, en font une exception. Pour l'heure, aucun de ces tumuli n'a révélé lequel des 56 rois Shilla il abritait. Les archéologues n'en savent pas plus que les touristes, car à l'inverse des pyramides égyptiennes, la plupart de ces tombeaux couverts de végétation n'ont jamais été ouverts. Pour l'UNESCO, Guyanzhou fait partie des 10 villes historiques les plus célèbres du monde. Et aux yeux de la plupart des Coréens, l'ancienne ville princière n'est rien moins qu'une sorte de sanctuaire national. Depuis des années, la photographe Kim Yong y trouve sa source d'inspiration. Elle et son mari discutent du choix des clichés pour la prochaine exposition. L'après-midi, la photographe nous emmène en safari photo. Chomsongdae, le plus ancien observatoire de toute l'Asie de l'Est. L'édifice se compose exactement de 365 pierres. Pour les astronomes actuels, le fonctionnement de cette tour vouée aux astres demeure une énigme. Sur les rives du lac Danabji, l'architecture est en parfaite harmonie avec la nature. Aujourd'hui, le vieux Guyanzhou est également devenu un immense musée à ciel ouvert. Il y a 10 ans, la photographie m'a conduite à m'intéresser à notre architecture traditionnelle. J'aime cette ville, et pour moi, il n'existe aucun lieu plus intéressant à photographier. Nos constructions traditionnelles sont ancrées dans la nature. La nature est à la fois leur centre et leur source, et nous y puisons notre énergie. C'est pour ça que j'ai toujours voulu vivre ici. À quelques kilomètres de là, le festival confucianiste d'Andong permet de découvrir l'un des plus beaux aspects de la culture coréenne. Tous les ans, au début du mois d'octobre, les meilleures troupes de danse coréenne se rassemblent à Andong. La chorégraphie est fondamentale, mais l'essentiel de cet art réside dans la grâce et l'élégance, ce que l'école coréenne de danse appelle le mot. Mais le mot à lui seul ne suffit pas. Toute danse reste vide et superficielle si elle est présentée sans le hung. Grâce à cet élan intérieur, les artistes coréens transforment le spectacle en véritable événement. « 14 troupes se succèdent sur la scène. À Andong, l'initiation à la danse traditionnelle coréenne se fait au pas de course. Au temple du Bouddha de pierre de Golgulsa, la journée commence de très bonne heure. Tous les jours à 4 heures du matin, un novice réveille les moines au son du tambour. Avant de commencer l'entraînement, les 12 bonzes du petit monastère se retrouvent pour 1 heure de prière.
assister à ce rituel est une chance inouïe. Dans la plupart des monastères coréens, il nous a jusqu'alors été interdit de filmer le Bouddha, voire même de pénétrer à l'intérieur du temple. Ici, à Golgulsa, les visiteurs sont les bienvenus, même à l'heure de la cérémonie. L'emploi du temps des moines est très strict. La journée commence avec la prière du matin et la méditation. Ensuite, à 6 heures du matin, les moines sortent au grand air. Au XIVe siècle, les nobles de la dynastie Yi appelaient leur royaume Choson, le pays de l'aube fraîche. Le monastère du Bouddha de pierre est niché dans l'une des nombreuses vallées situées à une vingtaine de kilomètres à l'est de Gyeongju. La cuisinière du monastère est le seul luxe des moines. Ainsi, le petit déjeuner est servi tous les matins à 7 heures pile. Aujourd'hui, quelques élèves partagent leur repas. Ils sont venus passer leurs vacances à Golgulsa. Aucun d'entre eux n'entrera forcément dans cet ordre plus tard, mais leurs parents espèrent que les moines leur enseigneront la discipline et l'humilité. Les cornflakes ont cédé la place au riz accompagné de kimchi et de légumes frais. La cuisine végétarienne du monastère est un vrai régal, et pour qui voudrait passer quelques jours à Golgulsa, les moines offrent même le gîte moyennant une petite obole. Mais le visiteur doit se contenter d'un espace réduit. Nous n'étions qu'à 3 en compagnie d'une nuée de moustiques, mais ce grand dortoir peut héberger jusqu'à 10 visiteurs. L'entraînement matinal commence à 8 heures. Le Son Mudo est un art martial méditatif. Chaque mouvement a une signification spirituelle très précise. Le Son est l'équivalent coréen du zen japonais et son but est le nirvana. Les moines suivent le chemin de l'illumination sur les 8 sentiers qui bordent les 4 vérités sacrées du Son Mudo. Le Son Mudo est une technique traditionnelle élaborée en Inde par Bouddha Sakyamuni il y a 2600 ans. Elle permet d'atteindre la conscience spirituelle grâce à l'harmonie entre le corps, l'esprit et le souffle. Golgulsa était déjà le centre du Son Mudo il y a plus de 1000 ans, à l'époque des rois Shilla. Les Hwarang, nos mousquetaires, s'entraînaient ici autrefois. Aujourd'hui, nous recevons des visiteurs venus de Corée et du monde entier, et nous en sommes ravis.
Nous avons pris l'avion pour nous rendre à Jeju, à l'extrême sud de la Corée. Située à moins d'une heure de vol de Séoul, cette île volcanique passe pour le Hawaï de l'Extrême-Orient. Surnommée l'île des dieux, Jeju est actuellement la destination de rêve de tous les Coréens. Jeju foisonne de traditions et de mythes souvent totalement différents de ceux du continent. Selon un vieux proverbe, des pierres, du vent et des femmes existent à profusion sur cette île. Les femmes régissent en effet la vie de cette île depuis toujours, même à Songup. La capitale de l'île est le village ancien le mieux conservé de Jeju. Dans les maisons aux toits de paille de leurs ancêtres, les paysannes pourvoient aux besoins de leur famille comme il y a un siècle. Ici, les maisons préfabriquées très répandues dans le reste de l'île n'ont heureusement séduit personne. Mais ce vent de modernité n'a pas totalement épargné Songup. Notre visite historique de Jeju nous renvoie jusqu'au XIIIe siècle, à l'époque où l'envahisseur mongol y introduisit les premiers chevaux. Nous partons sur les traces du Grand Khan qui voulait transformer Jeju en avant-poste de sa conquête du Japon. Pour nous, c'est aussi l'occasion rêvée de découvrir l'intérieur de l'île. Si Jeju est effectivement l'île des dieux, il faut croire que ces déesses portent aujourd'hui des lunettes de plongée. On les appelle les Ainos, les sirènes, et elles sont les symboles de l'île. La plongée est elle aussi une affaire de femmes à Jeju. Les hommes n'ont pas le droit d'aller dans l'eau. Autrefois, il leur était même interdit de s'approcher des Ainos. On raconte en effet que les sirènes plongeaient nues à l'époque. Leur combinaison en néoprène est la seule concession faite au confort moderne. Aujourd'hui encore, les sirènes désapprouvent l'usage du tuba et de bouteilles de plongée. Une cinquantaine de sirènes iront plonger aujourd'hui. Cela peut paraître beaucoup, mais elles sont sans doute les dernières représentantes d'une tradition familiale séculaire. Rares sont les filles à vouloir perpétuer le métier de leur mère, et cela n'a rien d'étonnant. Le travail en apnée est difficile et plutôt mal payé. Physiquement éprouvant, il peut même être dangereux. Munis d'un simple râteau, les Ainos ramassent des concombres de mer, des coquillages et des crustacés à main nue. Leur apnée peut durer jusqu'à 4 minutes. Aujourd'hui, le butin affleure à la surface, mais il arrive aussi qu'il soit à 20 mètres de profondeur. Après 4 heures de plongée, les Ainos rentrent sur l'île. Il y a quelques années, le bureau de l'équipement de l'île leur a construit ce centre. Avant de passer sous la douche, les femmes trient et pèsent leur pêche.
Les Heinos gagnent en moyenne 50 € par jour. Elles font leur compte avec le chef de la pêcherie du village voisin. La balance communale donne un prix précis à chaque coquillage, chaque oursin. 650 강호짜야. 750이죠? 그러니까. 그래 가봐왔을까? 아, 그렇구나. Nous autres Ainos respectons la tradition et cela nous paraît important. Nous sommes honnêtes et nous n'escroquons personne. Bien que notre travail ne soit pas du tout facile, bien au contraire, il est même dur et fatigant. Mais il nous rend heureuses. Nous sommes tout simplement fiers et contentes de notre mode de vie. L'après-midi, quelques Heinos vont vendre leurs prises sur la plage. Pour les connaisseurs, la dégustation d'un oursin vivant est un vrai régal. Le savoir-vivre coréen autorise d'ailleurs les bruits de succion en mangeant. Alors pourquoi s'en priver? 아 근데 손으로 하려고 하니 이상하다. L'île de Jeju perpétue de nombreuses traditions, mais c'est aussi un coin de paradis très apprécié des jeunes mariés. Dong et Young-il ont eux aussi quitté Séoul pour se dire oui à Jeju, où ils comptent passer leur voyage de noces. Et faire leurs photos de mariage, bien sûr. Pour l'heure, les touristes japonais et coréens sont encore presque entre eux sur l'île de Jeju. La Corée du Sud reste épargnée par le tourisme de masse. Mais qui sait, tout pourrait changer avec la Coupe du Monde de football. La perle rare deviendra peut-être bientôt la destination de rêve de tous les amoureux de l'Asie.